Ouais, là, on a de quoi étudier les civilisations passées, présentes et même de s'intéresser aux mutations vers le futur. Quel sera l'avenir? C'est la question. Bonjour à tous, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue sur ma chaîne principale Vérité à venir, puisque vous en doutez, il y en a une deuxième, plus Odyssée en cas de totale censure des deux chaînes, car sur YouTube, j'ai des gens qui m'en veulent. Ils sont là à bout de nerfs face à mes analyses, ou encore quand je contredis quelque chose, ils n'acceptent pas, ils se sentent oppressés, et il y en a certains qui vont même dire que mes vidéos comme mes posts sont des appels à la haine, à la discrimination, au racisme et à l'islamophobie. Donc déjà, il faut me dire où il y a de la haine. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait preuve de tels propos. Où il y a de la discrimination, puisque j'ai au contraire exposé l'inverse, qu'il n'y a pas de privilège blanc. Hein, dans la vidéo White Power, vraiment, non, 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 on n'a pas de privilège comme ça. Hein. Pour les HLM, on galère. Pour, voyez-vous, payer notre bouffe, c'est au même prix que tout le monde. Contrairement dans leur bled, où le blanc qui vient, c'est 5 fois, 10 fois plus cher. Nous, il n'y a pas de différence en Occident. Donc on n'est pas des racistes, ce genre de choses. Le racisme, en plus, ça serait mettre des groupes humains au-dessus d'autres. J'ai jamais parlé de ça. Et j'ai dit chacun chez soi et on vit correctement. Donc je n'ai pas manqué de respect à des valeurs d'un autre endroit, d'un autre continent. Après, l'islamophobie. Bah écoutez, j'ai pas peur de l'islam, j'ai pas peur des pratiquants. Et j'expose seulement la folie qui est dans leurs livres. C'est quoi, c'est islamophobe ça? De dire également, par exemple, que leur prophète Mohammed, lorsqu'il y a une bataille, à la bataille de Badr plus précisément, il a Abdullah qui coupe une tête et qui lui ramène, et il est satisfait. Donc je dis que c'est de l'horreur. C'est islamophobe, vraiment. En chrétien, j'ouvre leur livre et sur la sourate 9, verset 29, je vois que de dire pour les juifs Ouzaïr est fils de Dieu, ou pour les chrétiens de dire Jésus est fils d'Allah, comme ils disent, ça serait des propos mécréants. Et dans la sourate 9, verset 29, il est dit que les chrétiens comme les juifs sont ramenés de leurs propres mains à rentrer en état d'humiliation pour se convertir à leur religion. Et on me disait, ouais, mais tu sais, les chrétiens et les musulmans, main dans la main, on a la même reconnaissance de Jésus, fils de Marie, et l'Immaculée Conception. Et je dis non. Regardez l'eschatologie chrétienne et l'eschatologie musulmane. Ça nous apprend quoi? Que dans l'eschatologie musulmane, à la fin des temps, El Mehdi vient et il combat tout le monde. Tous ceux en tout cas qui ne sont pas musulmans, pas convertis. C'est-à-dire chrétiens, juifs, bouddhistes, athées et encore tout ce qui peut exister à côté. Alors qui est vraiment le haineux? Dans la sourate 9, verset 29, il y a plutôt de la christianophobie, la haine du chrétien, et de la judéophobie, la haine du juif. Eux d'ailleurs qui pensent qu'à la fin des temps, un arbre ou encore, il me semble un mur, un caillou leur parlera et leur dira derrière moi il y a un juif. C'est eux qui vont nous donner des leçons et nous dire sur quoi on a le droit de s'exprimer ou pas. Donc vous voyez, ils sont finalement dans l'esprit de censure. Et les mêmes qui vont dénoncer hein, les Américains occidentaux qui, qui leur empêchent de parler sur Free Palestine ou ce genre de choses. Ce sont les mêmes qui opèrent comme ça et qui appellent à la censure. Donc en masse, il y en a plein, ils sont venus sur ma chaîne, ils ont signalé pour les mêmes raisons les posts et les vidéos. Et c'est bien tombé parce que la seule vidéo qui a sauté, c'est celle-là, de Lydia Cachot, trafic de femmes. Qu'ont-ils à se reprocher dans ces régions du monde? Alors qu'en plus, j'ai dit que partout sur la planète, c'était comme ça. Mais comme j'ai parlé de la Palestine et du Hamas qui mariaient des enfants de 9 ans, 10 ans et 11 ans, on m'a directement censuré. On m'a dit, ça respecte pas les règles de YouTube. Alors j'ai contacté YouTube et je leur ai dit, excusez-moi, j'ai lu une enquête journalistique, Lydia Cachot, elle est reconnue dans ce milieu, qu'est-ce qui manque encore? Vous voulez des sources complémentaires? Pas le temps de parler. Hein. Ni une ni deux. Le contenu dehors interdit. Et au même moment, j'ai un post qui saute suite aux nombreux signalements. Donc ça a été comptabilisé comme un seul avertissement. Et voilà. Alors vous comprenez qu'ils sont toujours plus nombreux hein, dans leur haine et dans leur démarche de faire taire l'opposant. Si jamais vous ne me voyez pas sur ma première chaîne ni sur la deuxième, vous pouvez me retrouver sur Odyssée. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de vivre le meilleur des mondes, mais avant ça, on va revenir sur certaines thématiques.
Vous avez vu que j'ai quand même continué à produire et je vous ai fait un petit direct avec Mindset et également Suncar où on est revenu sur l'idée qu'il n'y a pas que le Père Noël qui est une ordure. Dedans, vous avez Alixator et dans sa hotte, il y a un petit personnage qui ressemble à l'âge de glace, là, le Cid dedans, un paresseux, quelqu'un qui a du mal à faire des choses de ses mains. Et j'ai notamment montré la folie de ce personnage sur le sionisme. Lui qui croit être persécuté depuis Israël par le Mossad ou ce genre de choses, qui l'appellerait avec le même numéro de téléphone, qui pourquoi pas l'aurait fait suivre, et autrement qui pourrait pirater même sa box internet, et même son courant électrique. Ça saute chez lui. En fait, il y a une petite coupure de courant classique, hein, rien de miraculeux ou voyez-vous de dangereux. Mais il a cru, il s'est lancé en direct et il a cru que c'était les sionistes. On m'a piraté chez moi, comment ils font pour accéder à ma box? Bref, la folie, le même personnage qui croit me voir partout, pendant que je suis en train de lire ou pendant que je suis au taf ou encore à faire de la cuisine, il lance des directs à tout va, peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, et il a des gens qui viennent le troller parce que voilà, c'est quand vous avez quelqu'un sur lequel vous pouvez rigoler, bah, vous le trollez. Et à chaque fois, il a l'impression que c'est moi. Et l'audio, bah, vous avez eu Mindset modé qui allait avec 1 ou 2 comptes et qui a prouvé que même lui, on va dire issu on va dire de lignée génétique de l'Afrique du Nord, donc maghrébin, et en plus pratiquant la même religion, l'islam, eh bien il ne l'a pas laissé monter pour le contredire. Totale censure. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais dit, hein, moi je suis pas islamophobe, il y a des musulmans qui sont les bienvenus chez nous, qui se comportent très bien, même si on n'a pas le même dogme, même si on comprend que dans leur écrit, ils n'apprécient pas forcément les chrétiens, qu'ils les voient comme des koufars ou comme des mécréants. Pourquoi pas? Nous on est ouvert, on a la main sur le cœur, on en accueille certains. En revanche, quand ça devient en proportion trop importante, non, on peut pas continuer là. On n'est pas des suicidaires non plus. Et donc, j'exposais les différentes choses de leur religion. Donc on a parlé de l'eschatologie, de Mohammed qui fait couper des têtes et qui en est satisfait, de son mariage avec Aïcha. Et face à ces propos, on a donc quelqu'un qui délire un peu et qui nous dira que c'était des pratiques de l'époque. Main sur le cœur et main sur le livre nous dira même qu'il y a dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin un appel à ce que des vieux de 50 ans, 60 ans ou 45 ans se marient avec des fillettes. Il n'y a rien du tout là-dedans. Non, question de fiançailles, de jeunes, avec pourquoi pas de jeunes adultes, mais pas question de jeunes de 10 ans, 12 ans ou même 18 ans avec des vieux de 50 ans ou 60 ans. Erreur. Et donc quand on s'intéresse aux ressources, même aux archives, là où il y a des mariages, là où il y a des choses, on va dire, retranscrites, on retrouve rien de ça. On a par exemple Charlemagne, 33 ans, je crois, un truc comme ça, avec une jeune de 13-14 ans. Donc on n'est pas de Mohamed, 50 ans, qui rêve d'une petite fille de 6 ans, qui l'aborde à 6 ans et qui attend qu'elle ait ses règles à 9 ans. Non, donc c'était pas une pratique répandue. Après, on a déjà montré les taquillas des simulations qui marchent pas, en nous disant que les femmes étaient bien plus formées à l'époque que maintenant. Ça, erreur. Sur le fait que Aïcha était, comme les jeunes filles de sa région, alphabétisée, c'est-à-dire elle était plus mûre mentalement, plus jeune. Erreur. Il n'y avait pas beaucoup d'alphabétisation et même leur Mohamed apparemment est un bédouin endurci et ne maîtrisant pas les langues. Et bien d'autres choses encore. Bon, pour Mohamed, c'est de la taquilla. On en reparlera plus tard. Et donc, dans la critique de Cid de l'âge de glace, j'ai montré sa folie à me voir partout, sa haine à ne pas vouloir laisser l'autre parler, donc il veut le faire censurer, c'est mon cas, hein. Ça fait 4, 5, 6, 10 directs qu'il est à bout de nerfs, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est sur mes côtes, qu'il prend ma photo, qu'il met des montages, etc. Il répond à chaque fois d'ailleurs à ce que je dis. Preuve en est, puisque lui qui parlait de l'araméen en disant que c'est de l'arabe ancien, j'ai mis une petite pièce dans le jukebox pour dire prendre l'alphabet araméen et prendre l'alphabet arabe pour dire que ce sont les mêmes, on pourrait comparer ça comme quelqu'un qui dirait que que l'anglais c'est du français ancien. Vous voyez, ancien, j'ai bien rajouté ça, pour montrer que c'est délirant. On remonte en effet au grec et puis finalement de chaîne en chaîne jusqu'aux Phéniciens. Mais ce sont des copies, des duplications et puis petit à petit
des altérations on va dire de la langue ou même de l'alphabet sur lequel les choses sont inspirées. Eh bien, l'arabe, d'ailleurs, est sous différentes variétés, on va en parler après, et a copié l'alphabet parce qu'il n'en avait pas. C'est-à-dire que c'était uniquement quelque chose de parlé. Et donc, pour matérialiser leurs choses, ils ont copié l'araméen. Et alors, il y a ce site de l'âge de glace qui s'est senti intelligent et qui a établi un tableau comme on pourrait en avoir pour la domotique, avec les si et les conditions. Et il croit en plus m'enseigner quelque chose en parlant de logique, alors que ça, c'est niveau secondaire. C'est-à-dire quand tu arrives en seconde technologique en plus, hein, même pas générale, que tu étudies et que tu prends pour option sciences, ingénieurs et le CIT, je crois, un truc comme ça, je sais plus, c'était pareil, truc technologique, informatique, technologique, il y avait le C, je sais plus c'était pourquoi. En fait, on l'étudie dedans. Dans la domotique, il y a l'exemple de ta télécommande et du portail, et si 0, 0, etc., si ça s'est réuni, le portail s'ouvre. Si tu appuies sur le bouton, c'est du 0, 1, 0 par exemple, et là le portail va rester stabilisé. Si tu rappuies sur un autre bouton, c'est du 1, 1, 1, et donc là ça va le refermer. Vous voyez, c'est des lignes de commande, c'est un algorithme en fait que tu établis. Si tu appuies, c'est-à-dire, si le résultat est espéré pour fermer le portail, mais que tu appuies sur le mauvais bouton, tu n'auras pas la chose. Il faut que toutes les conditions soient réunies, entre guillemets. Les 0 correctement et les 1 qui vont avec. Donc pour décrire une langue, il est parti du concept qu'il y a les langues qui sont parents, il y a les langues qui sont des cousines, et il y a des langues qui n'ont rien à voir en commun, puis enfin il y a celles qui sont, voyez-vous, un bloc solide. Et de cette idée-là, pour établir ceci, il est parti sur les dates où apparaissent les langues, les lieux, les peuples, si on peut ou non dire qu'il y a certains éléments qui sont externes à celle-ci, comme par exemple pour le français, on retrouve du grec, comme on va retrouver également, donc du latin, on va retrouver aussi quelques mots arabes, peut-être 100, 150 à peu près, je crois, comme ça, c'est minime, dans d'autres langages, et bien d'autres choses. Donc vous voyez, c'est des éléments externes qu'on ajoute à la langue. Et apparemment, pour l'arabe, ça ne serait pas le cas. Déjà, c'est un mensonge. Mais regardez, donc dans l'ordre de l'arrivée des langues et des écritures qu'on retrouve, il y a le sumérien, Mésopotamie, Irak. On a après l'akkadius, on a l'égyptien ancien, on a le grec également mycénien. Donc là, on est vraiment sur des langues qui datent, il y a plus, pour certaines, de 4000 ans, 5000 ans, même plus que ça encore. Je crois on remonte à moins 5000 ou quelque chose comme ça avant Jésus-Christ, donc 7000 ans. Et sachant qu'il y a la question qui se pose notamment par Noam Chomsky, fort en linguistique, même si c'était fait avoir par un scribe covidiste, c'est est-ce que le langage est un inné ou est-ce que c'est un acquis? C'est-à-dire, précède-t-il à notre arrivée sur Terre est biologique et finalement c'est notre esprit animant notre corps qui nous permet de maîtriser la langue, ou bien est-ce que c'est une construction sociétale et sociale des humains pour échanger, pour vivre ensemble et se rassembler? C'est une question. Et pour Noam Chomsky, il se met sur la définition biblique en disant qu'à la base, il y a une seule langue. C'est-à-dire avant qu'il y ait la tour de Babel dirigée et qu'on en vienne à la grande Babylone, la démesure où les hommes veulent s'affronter à Dieu, et donc il disperse le langage, voyez-vous, en plein de choses. Apparemment, ce qui précède, c'est bien un langage unique. D'ailleurs, dans la Bible, c'est là où Adam va nommer les arbres, les animaux, etc. C'est lui, c'est de la bouche de Adam, par du coup un langage qui serait inné, en l'occurrence donné par Dieu, et non devenu un acquis où l'homme aurait appris les choses. Eh bien, ça a été mis dans Adam, et c'est Adam qui nomme l'entièreté de ce que l'on connaît dans le monde. Et à partir de là, eh bien, on voit que les Sumériens, donc, qui sont en Irak, ne sont pas les Égyptiens et encore moins les Grecs. Ce sont des peuples qui sont distincts. Et pourtant, c'est bien dans cette région du monde qu'il y a la révolution du langage et surtout de l'écriture, cunéiforme, donc avec les petits bâtons, etc. Et puis après, on avance dans les qualités d'écriture. Et on en arrive à l'araméen qui est quand même plus récent que le sumérien, l'égyptien et voilà. Parce que le grec mycénien, il me semble, apparaît un peu après. Donc l'araméen,
c'est finalement une langue qu'on nous dit sémitique, mais qui peut être variée, vous voyez, qui s'inspire de différentes peuples, enfin différents peuples et différentes traditions. Donc ça vient de Aram, de la Syrie, donc on n'est plus en Irak à ce moment-là. L'araméen est également un alphabet, donc ancêtre de l'hébreu et de l'arabe. Et là, il y en a certains, comme ils vont voir des correspondances dans ce qu'ils ont, comme les Arabes ont copié l'araméen au niveau de l'écriture, eh bien, ils vont dire que l'araméen, c'est de l'arabe ancien. Et pour appuyer leurs propos, ils vont te dire que le peuple araméen, c'est le même peuple sémitique que les Arabes, qui sont entre autres de l'Arabie Saoudite et de cette péninsule-là. Ce qui est entièrement faux. Hein. Et on s'aperçoit que c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît vraiment l'araméen et qui prend le dessus sur l'hébreu. Hein, c'est surtout au 8e siècle, enfin ça précède encore, mais c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ que l'araméen prend le dessus sur l'hébreu, et l'arabe, lui, a 1500 ans. D'accord? Première inscription de l'arabe, c'est au 4e siècle de notre ère, après Jésus-Christ. L'arabe parlé l'est par quelques tribus, donc on n'est pas sur quelque chose de répandu. C'est-à-dire, on n'a pas une vaste région qui serait condensée d'un même peuple, qui aurait la même langue et la même écriture, c'est faux. Ça, c'est un récit qu'ils sont en train d'inventer. L'arabe va se répandre bien après, vers 600 avec l'islam et Mohammed, donc qui va faire des conquêtes de territoires, qui va même se rendre après également par les barbaresques, etc., au Maghreb, pour transformer leur culture et imposer cette écriture et cet arabe. Donc il y a même un arabe pré-islamique. Tout ça, je vous propose de l'aborder en 2025. Mais c'était pour répondre à quelqu'un qui se croit trop intelligent et qui me dira que les Sumériens, c'est égal aux Égyptiens et c'est égal également à ceux de, comment dirais-je, de Syrie encore avec l'araméen et de ceux qui remonteraient jusqu'au Liban. Ce qui est entièrement faux. Voilà. Donc c'est important de prouver. C'est comme si aujourd'hui on expliquait que les Français, ce sont des Belges et ce sont également des Suisses et ce sont également des Luxembourgeois, par exemple. Et parce qu'on peut parler le langage en commun. Et l'écriture est la même. Et on sous-tendrait que le peuple est dans le même global. Alors récemment, La vie des vérités, on s'est penché dessus, de Gustave Le Bon, qui nous montre comment se construisent certaines idéologies, même des religions. Et dedans, il montrait qu'il y a des vérités qui sont sous à peu près 4-5 angles. Il y a la vérité biologique, c'est la seule qu'on peut pas nier. Tu n'es homme ou femme. X, Y, X, X, ou toutes les variables, mais en tout cas, tu ne seras pas entre les deux ou tu ne pourras pas te changer. Et la nature a décidé dans ta biologie que tu seras composé de telle hormone, de telle cellule et compagnie. En revanche, il y a des vérités qui nous sont plus personnelles. Il y a la vérité collective qui nous est personnelle parce qu'on l'agit selon une loi morale qui va dépendre des patriarches ou des anciens ou de ceux qui l'érigent comme tel. Il y a la vérité mystique, ta croyance en religion, en animisme, au totémisme et ce genre de choses. Et il y a d'autres vérités encore qui peuvent être du coup variables dans le temps, comme quoi elles ne sont pas absolues, et c'est très intéressant. À la suite de cette lecture, j'ai été amené à voir le film Hérétique. J'en ai d'ailleurs parlé avec Joseph de la chaîne du Connard, et c'est, je pense, l'un des meilleurs livres. Alors si vous avez entendu du bruit, hein, c'est la couverture. C'est l'un des meilleurs films hérétiques, et La vie des vérités est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur la thématique de la venue, entre autres, des religions, dont le christianisme, et il y a certaines représentations qui s'égarent de l'original. Comme on est sur les religions, les groupements humains, la façon de faire société, l'intéressement pour ce qui précède, la vérité, eh bien on a des progrès, les progrès de l'homme, de l'humanité, j'allais dire. Dedans, on regarde déjà comment on en arrivait à découvrir notre corps et à rentrer dans l'anthropologie. Si j'ai marqué un temps de pause, c'est parce que... comment il s'appelle? C'est pas Malthus. C'en est un autre... j'ai plus son nom en tête, qui nous a écrit Les Métis. Allez, Martial, René Martial. Eh bien, René Martial nous parle de l'anthropobiologie. Et en fait, l'anthropologie, notamment en Angleterre, on dit que c'est la biologie de l'humain. Donc on étudie notamment si le crâne est brachycéphale ou dolicocéphale,
Dolicocéphale, je crois que s'allonger. Brachycéphale, c'est plutôt réduit, compact vers le haut. Il y a eu en tout cas l'envie de découvrir qu'est-ce qui remontait les humains, les groupements humains. Parce que René Martial, il parle de peuple-résultat. Il dit un peuple-résultat, ça s'établit dans le temps, c'est historico, biologico, spirituel. C'est donc une entité, premièrement, biologique qui vient s'installer, qui fera l'histoire, donc historico qui s'y joint, et enfin, qui participera à avoir la même religion, donc la même communion ensemble, pour pratiquer, remercier Dieu, entre autres, d'être là, d'avoir de la végétation, de l'alimentation, et compagnie. Et les anthropologues, comme les ethnologues, s'intéressent aux différents groupes humains, au langage, aux caractéristiques physiques, intellectuelles et de bien d'autres choses. Donc ils mesurent les crânes. On l'avait vu avec le livre, comment ça s'appelait, Délire savant fou, un truc comme ça, et Délire raciste. Je crois que c'est à peu près comme ça que ça se nomme. Et dedans, on voyait qu'il y avait même Lombroso qui s'intéressait absolument à révolutionner le domaine des mesures, que ce soit la prise, par exemple, de mesures entre le bout de l'oreille et le bout du menton, entre le bout du nez et... vous voyez, tout mesurer, c'est-à-dire le côté rhino, l'écartement des yeux, bien d'autres choses, pour expliquer quels ont été les croisements. Et on a même le mésococéphale. Donc mésococéphale, c'est de 75 à 80, ça c'est selon les mesures. Après, on a l'intéressement aussi par rapport aux tailles. Et entre autres, on apprend dedans sur les Lilliputiens, les Pygméens, après ceux qui sont très grands, etc. Ils les mettent en relief. Petit à petit, ils essayent d'établir des races et des mutations de celles-ci. Donc des subdivisions de races. Alors attendez, hop, que je reprenne mes écritures, parce que je sais que... Enfin, mes écritures, c'est plutôt les marques de page. Parce que dedans, après, on avance sur bien des choses. Vous allez voir, hein, c'est très très intéressant, parce qu'on va se joindre au vive le meilleur des mondes. Ça, c'est vraiment la première partie. Donc lui, il dit qu'il y a 39 races et sous-races qui s'établissent. Et... Après, il va s'intéresser notamment à l'esprit, comment on sort de l'état sauvage à l'état civilisé en se rejoignant en communauté. Alors, attendez, parce que je sais qu'il y avait plein de choses que j'avais notées qui étaient intéressantes. Et voilà, la page numéro 43 quand même que je voulais vous lire. Les plus grandes différences entre races se manifestent dans l'activité mentale supérieure, ainsi dans les phénomènes d'association et tout ce qui contribue à former ce que nous appelons l'intelligence. C'est d'ailleurs dans cette direction que l'homme a progressé le plus rapidement et a pris une avancée marquée sur tous les autres vertébrés. Ici encore, les opinions des voyageurs ne sont d'aucune valeur, car ils ont tenu compte de la tradition. L'homme blanc a tendance à juger l'homme noir stupide, parce que celui-ci ne se rend pas compte de ce qui nous paraît évident. Le blanc oublie que cette évidence est pour lui un fait habituel. Donc on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il n'appréhende pas les choses de la même façon. Et dans le livre, il dira... Il y a des peuples, ça va être par le toucher, d'autres par le visuel, d'autres par... Ils vont mâcher, ils vont essayer de goûter ce qui peut leur être mis à disposition. Comme même pour ouvrir une bouteille d'eau, ils vont essayer de la mâcher et voir comment ils peuvent l'ouvrir. Pas forcément en jouant avec la mobilité des doigts. Il y a plein de différences. Donc tu peux pas juger quelqu'un de stupide parce qu'il comprend pas tes choses. Parce que si toi, tu vas dans sa contrée, tu te mets comme ça dans sa tribu, ils vont pouvoir se moquer de ta personne, tu vas rien comprendre à ce qu'ils vont faire, aux opérations qu'ils vont exercer, ou à leur langage, ou à bien d'autres choses. Donc le quotient intellectuel, entre autres, pour le mesurer, et dire que ça serait de l'intelligence, c'est comment dirais-je, c'est à prendre en compte, mais c'est pas le seul élément qui doit déterminer qui est au-dessus de l'autre, entre guillemets, hiérarchiser les hommes. Il sous-estimera l'intelligence de l'homme qui croit à la magie plutôt, mais la magie n'a rien à voir avec l'intelligence ou la communauté dans laquelle il a été... en fait, ou l'intelligence ou la stupidité. Hein. L'homme le plus intelligent croira à la magie si la communauté dans laquelle il a été élevé y croit. L'homme le plus stupide peut très bien ne pas y croire si on le lui a enseigné ainsi. Donc, il y en a certains qui diraient, oh, mais regardez, en Afrique, ils sont là, ils coupent
un fruit, par exemple, et vont me dire qu'ils l'ont maudit et qu'ils font de la magie, ou encore faire disparaître des choses alors qu'il y a tout un tour. La magie n'existe pas. Et ce n'est que de l'illusion. Celui qui a l'habitude de voir ça, il va pas se laisser avoir. Il va filmer, il va essayer de comprendre les techniques, les objets, s'il n'y a pas un trucage dedans. Alors que celui, on va dire, qui est bienveillant, qui a un cœur pur, qui a jamais été avisé qu'il y en a qui sont escrocs, là pour le tromper, il va y croire. Waouh! Et ça va être le premier à en parler après. Et pourquoi pas en créer une religion ou bien une certaine autorité auprès du magicien. Après, ce qui conduit à des sacrifices humains, on l'a vu en Afrique, il y a des statuettes où ils font couler les sangs dessus pour obtenir la richesse, être protégé des démons, ou encore communiquer avec Dieu et bien d'autres choses. C'est des délires, mais les gens qui suivent ça, voire même qui pratiquent parce qu'ils en ont hérité, ils comprennent peut-être pas que tout ça n'est qu'une manipulation, une mascarade. Il faut prendre le temps, être pédagogue. Et il y a d'autres choses comme ça qui peuvent être expliquées. Et en Occident, c'est pareil. Tu peux avoir quelqu'un qui te dira ça n'existe pas sans pouvoir te décrire en quoi c'est faux. Donc il ne sera pas plus intelligent que l'autre. Et lui, on lui aura seulement dit c'est faux, c'est faux. Tu ne dois même pas croire au spirituel, même pas croire à la métaphysique. Et il se pensera bien supérieur à ces religieux ou aux petites communautés. J'avais pris ce passage par rapport à ça. Dedans, on regarde après bien des phénomènes, hein, notamment les comportements, l'émotion qui peut varier d'un peuple à un autre. Alors, comment même a émergé l'idée de sensation, d'émotion et de bien s'attacher à ses sens? Il y a tout un raisonnement. Ça, c'est sur l'esprit. Le côté social aussi, hein, la meilleure organisation qui peut s'exercer. Et on en arrive après à la tradition. Une tradition se met en place dans un peuple qui devient un résultat, qui formera un héritage quelque part. Et à partir de là, on pense moins et on préfère plutôt croire que nos actions sont toutes dictées par la raison. Une sorte de destinée, même quand certains diraient c'est le déterminisme. Ta biologie a fait que tu exerceras tel métier. Il y a le déterminisme également social. Ton appartenance à une certaine famille qui est pauvre fera que tu ne pourras pas t'en émanciper. Tu resteras dans cette tradition quelque part et tu vivras de peu de ressources. Après, il y a bien des développements, je n'ai pas tout en tête, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment juste des numéros de pages que j'ai inscrits. On en arrive à la technique. L'homme, quand il devient bipède, et c'est vraiment le pouce avec l'index, etc. Vous voyez, il commence à jouer de sa main, il gagne en dextérité. Il va vouloir augmenter ses capacités. Dans le livre, il va nous être dit, le poisson, il a ses écailles, il a ses nageoires, à la fois pour bien respirer, pour se déployer très rapidement dans son environnement. Il va avoir peut-être des récepteurs, comment je pourrais dire ça? C'est pas que des récepteurs, c'est... Mince, il y a un nom spécifique que l'on a au niveau du corps et qui nous permet de ressentir les sensations. Bon, passons, on va rester sur récepteurs. Et qui vont pouvoir l'alerter. Par exemple, ces petites antennes, par les vibrations qu'il va y avoir, il sait qu'il y a un gros poisson ou un danger qui est à proximité. Il va essayer de se faufiler et de partir. Tout ça, donc, s'en remet à nos sens, mais on voit que les humains, nous, on est tout fragile dans la nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour vivre que dans un seul milieu. On peut être en Europe, en Afrique, en Amérique, pourtant, ce sont des climats largement différents, des alimentations qui peuvent varier, l'environnement est globalement différent. Donc l'homme n'est pas comme le poisson qui a besoin, par exemple, pour l'un, que d'être dans l'eau douce, ou encore pour un autre, d'être dans une eau plutôt salée. Voyez. Il va y avoir des variables. Les oiseaux, pareil, il y en a, ils ne peuvent pas vivre dans des climats où il fait trop chaud. Ils crèvent immédiatement, leur migration ne peut même pas se faire. C'est-à-dire que pour éviter certains froids, même, ils ne peuvent pas rester en un lieu. Ils vont devoir aller petit à petit suivre l'évolution de ce qu'on appellerait les cycles climatiques, les hiver, automne, printemps, été. C'est un nom spécial, oui, je perds des fois le plus simple, c'est pas grave. Mais c'est ça la chose. Il y a des oiseaux, ils ne peuvent pas rester, ils sont obligés de migrer. Des poissons, pareil, ils y vont par banc, par communauté. Mais l'homme, en revanche, lui, il est sur son environnement, et par son développement et son acquis du bipède, pour commencer à travailler le bois, construire des cabanes, gagner en confort, après, rentrer dans l'état du silex,
taillaient les pierres, rentraient dans le paléolithique. Puis le mégalithique commençait carrément à faire des immenses structures, des temples ou ce qu'on veut qui vont rester. Eh bien, tout ça, c'est, comment dirais-je, par un lot d'acquis. Vous voyez, on hérite, on améliore, on met en relation. Il y a une pensée encore plus construite hein, dans le livre. Après, moi, je vous en offre qu'une approximation pour le moment. Et donc la technique, c'est ça. Les animaux sont des instruments vivants, mais l'homme fabrique ces instruments. Les animaux spécialisent leurs membres, et l'on a des griffes, des rames, des gouvernails, des pinces, ou tout appareil selon les nécessités du travail à accomplir. L'homme, au contraire, ne fait pas de son corps des outils. Sa main a quelque chose de primitif, en ce sens qu'elle est une poignée universelle, voyez-vous, qui ramène à une extension de soi-même, qu'il fournit donc des outils adéquats aux exigences du moment. Il a appris à en fabriquer une grande variété, et allant plus loin, il en a inventé qui travaille pendant que lui se livre à une autre occupation. Donc après, c'est l'automatisation et la robotisation. Mais ça, c'est un autre sujet dont on va parler juste après. Dans, d'ailleurs, le livre, parce que je ne voudrais pas être décousu, quand on parlait d'anthropologie, de race et compagnie, je me suis intéressé à Claude Nancy, Les races humaines. C'est un auteur qui est christianophobe. Il faut dire les choses, hein, il est contre le christianisme. Et j'ai lu quoi? J'ai lu, que je vous dise, sans mentir, hein, je suis au tout début, 35 pages. Sur 35 pages, déjà, il en met plein la gueule des chrétiens et de ce que l'on représente. Après, il revient, pareil, sur l'idée de certains blancs qui voyaient dans le noir un être inférieur pour X ou Y raison. Il s'intéresse notamment, comment je pourrais dire ça, aux descendances et aux peuples qui vont en résulter. Et il y avait un petit passage que je vous avais lu l'autre jour, je crois, c'était sur Crésus, après un de ses descendants avec la Perse, qui avait mis en place le système monétaire. Mais bon, ça c'est trop approximatif encore dans ma tête. Là, on était sur la technique, donc l'homme s'augmente par les outils, gagne en mobilité aussi, et je vous avais donc mis 58 par rapport à ça. Les technologies ont l'habitude de diviser leurs sujets selon le type des instruments en poterie, vannerie, tissage, canot, etc. Puis ils se mettent à étudier l'évolution de chacune de ces branches. Certes, on peut très bien parler de l'évolution de la poterie, nous ne devons pas oublier que c'est une expression concise mais inexacte. Ce ne sont pas les peaux qui évoluent, ils reflètent simplement l'évolution de l'organisme qui les crée, l'amélioration de sa fabrication et de son rendement, ou éventuellement sa dégénérescence. Et à partir de là, que ce soit en poterie, dans le développement des outils type des haches ou ce que l'on veut, ce qu'il en reste des découvertes archéologiques, ça ne peut pas refléter ce qui était à l'origine. Puisque l'homme est imparfait, donc il se peut qu'au tout début, il ait taillé des choses et qu'elles se soient dégradées par la nature. Et d'ailleurs, dedans, il dit, beaucoup de découvertes se renvoient au silex, aux pierres taillées, aux haches, par exemple, voyez, aux premiers outils qui vont permettre plus facilement d'abattre des arbres et de travailler bien de choses ou de construire des habitations. Or, avant ça, il y a le travail du bois. La première chose que l'homme peut faire, et qui est le plus simple, c'est le travail du bois. Et il dit, par exemple, le fait d'avoir découvert le feu, il se peut, après c'est pas une affirmation, mais il se peut, hein, loin du mythe où ça descend du ciel et puis c'est offert en connaissance pour être dans les cavernes, il se peut que l'homme avait donc des morceaux de bois et voulait leur faire des ornements, tu sais, les travailler pour leur donner un certain relief, et à force de frotter les deux bâtons ou les deux morceaux de bois ensemble, ils sont aperçus que ça chauffait, ça dégageait de la chaleur, et même quand il y avait quelques copeaux, pourquoi pas, ça avait développé une petite flamme, puis de la fumée, etc. Ça pourrait être en tout cas l'explication du début de la maîtrise du feu. Après, il dit encore une fois, on n'a pas de certitude. Là, on est dans l'hypothèse. Et donc, le bois est un matériau qui se dégrade très vite dans l'environnement. Il est très rare qu'il arrive à se mettre, je sais pas, dans de la terre correcte, qui ne va pas le dégrader dans le temps, ou qui va s'englober dans quelque chose, voyez-vous, où ça deviendra une gangue, voyez, qui recouvrira le produit. Là, comme la gangue, vous voyez, qui recouvre je sais pas, la pierre précieuse ou ce genre de choses, eh bien, dedans, il dit, si c'est le cas, c'est fort probable, on a travaillé le bois avant, donc ça veut dire que s'il faut,
toute l'évolution pourrait être par exemple d'Afrique, puisqu'on sait que l'Australopithecus, c'est en Afrique. L'Homo, alors il y en a un autre, c'est Erectus, mais je crois avant ça, celui qui s'érige, il y en a encore un autre. On arrive comme ça petit à petit après l'expansion jusqu'à l'Égypte et on commence à aller vers la Mésopotamie qui sera le berceau, entre autres, avec un peu plus au nord, tout ce qui est l'Anatolie, l'Asie mineure, le croissant fertile, donc le développement d'une agriculture. Voilà qu'on bascule de chasseurs-cueilleurs au sédentarisme, à l'agriculture et à l'élevage. Mais si ça se fait en Mésopotamie, ça a très bien pu se faire en Europe aussi. Sachant qu'il faut voir une chose, la différence des climats nous explique clairement, enfin il ne faut pas être, avoir fait bac+5, un master ou ce qu'on veut, qu'il faut plus de développement et de connaissances pour vivre en Occident et même migrer après jusqu'à l'Amérique que pour vivre en Afrique. Parce qu'en Occident, il faut se développer des vêtements de peau pour passer l'hiver, sinon tu crèves, hein, il fait hyper froid. Il faut également maîtriser le feu. Donc petit à petit, on voit que pour revenir en Europe, c'est peut-être les peuples les plus avancés. Après, c'est une interrogation, voyez-vous. Lui il la met comme telle. Il montre après hein, que pour étudier, par exemple, la poterie, le développement d'outils, bien d'autres choses encore, on ne peut pas s'en remettre uniquement à la spécialité de la poterie. C'est un mélange de plein de choses, de plein de savoirs. Et dit d'ailleurs, un truc intéressant, c'est que souvent, on pense que l'on va pouvoir définir une société, une civilisation ancienne, en disant qu'elle serait supérieure aux autres, révolutionnaire dans le domaine, uniquement sur le matériel. Or, l'homme prime d'abord dans sa création sur l'artificiel, enfin pas l'artificiel, mais le côté artistique qui émane de son cerveau, le langage, ce genre de choses. Et pas seulement, comme c'était le cas pour les Sumériens et d'autres, à révolutionner l'alphabet ou les écritures pour écrire, voyez-vous, mettre en service l'autre en lui disant « toi tu me dois tant d'euros » pour prendre des taxes ou ce genre de choses. Et en Mésopotamie, après, si on est chrétien comme c'est mon cas, on pense en effet que tout a débuté là-bas. Puisque le Nil, excusez-moi, non pas l'Euphrate, et plutôt le golfe Persique qui après va être fait, il y a un autre, c'est l'Euphrate et le Tigre. Le Tigre et l'Euphrate, c'est au niveau de la Mésopotamie. Le Nil est un peu plus reculé. Même beaucoup plus reculé, devrais-je dire. Alors, que je ne vous perde pas, donc là on est à peu près à une demi-heure pour la première partie, c'est pas mal. Il y avait juste à la page 63 que je voulais vous lire, et celui-ci on l'abordera prochainement, mais il est excellent, de A.M. Ocar. Le polissage requiert moins de soins, et diminuant les effets du hasard, il rend la peine plus maîtresse de la situation. Cette innovation, toutefois, était inconnue au commencement de l'époque néolithique, et n'est pas sa caractéristique la plus importante, car on continue à tailler un grand nombre d'instruments. L'industrie de la pierre ne subit plus d'amélioration en dextérité, mais l'invention, la découverte de nouvelles applications augmente avec la rapidité d'une boule de neige en marche, et nous commençons à être encombrés par le matériel. C'est le progrès des inventions techniques qui fait le nouvel âge de la pierre. En même temps que la civilisation se développe, elle se divise en un nombre de plus en plus grand de courants et revêt une plus grande variété de formes. Celle de ces cultures qui a eu le plus de succès est connue sous le nom de mégalithique, à cause de la grande dimension de ces monuments. Le terme n'est pas heureux, la dimension n'étant pas un caractère important comme la forme et la structure. Alors attendez, c'était voilà, la fin de la page 63. Le métal n'a pas supplanté la pierre soudainement. Il était d'abord rare et précieux, et la pierre continue à servir de matériau ordinaire. Le métal réagit sur la pierre, et les instruments de pierre ont reçu parfois des formes qui imitent celles du métal. La division de la préhistoire, selon la matière principale des objets trouvés, est une convention vétuste qui peut provoquer des malentendus. La civilisation se manifeste dans toutes les œuvres de l'homme, et ne peut donc être classifiée d'après la seule matière. En même temps que s'augmente le bagage de nos connaissances, d'autres caractères plus importants se font jour. Il apparaît alors que la pierre et le métal n'ont pas nécessairement causé une révolution, mais représentaient des incidents qui n'interrompaient pas le développement de la civilisation dans son ensemble. Le cuivre n'a pas inauguré une nouvelle civilisation, il est apparu au cours d'une ancienne culture. La traditionnelle suite des âges du cuivre, du bronze et du fer doit céder sa place à de nombreuses cultures dont le début
et la fin ne coïncident pas avec l'introduction de ces matériaux et de ces métaux. C'est ainsi que la culture lacustre, celle des palaffites et des terramars, se prolonge au travers du néolithique, du cuivre et d'une partie du bronze sans perdre son identité. Donc après, il met des dates, hein. Notamment le cuivre est chronologiquement de peu d'importance, vu qu'il a été rapidement remplacé par le bronze, qui règne en Europe occidentale de moins 2000 à moins 1000 environ. L'âge du fer commence vers moins 1000 et se divise actuellement en deux phases, celle de Hallstatt jusqu'à environ moins 500 et celle de Thènes jusqu'au temps romain. Après, ça continue dans les explications. Et pour ces livres, ça sera tout. On va maintenant aller à Vive le meilleur des mondes. Et vous venez de voir quand même que par cette explication-là, on pourrait avoir une toute autre description de la société. N'oublions pas que les archéologues, tout comme les socialistes, sont des gens qui préfèrent voir une évolution à l'étranger, ouais, c'est des xénophiles, plutôt que chez nous. Donc tout ce qui pourrait aller dans notre sens, montrer notre grandeur, il faut l'effacer. Regardez actuellement dans le monde où, par exemple, se situent les centrales nucléaires. C'est une énorme révolution, la maîtrise de l'atome, etc. L'uranium enrichi et après ce que ça entraîne derrière. On est même en train de travailler dedans, ils vont en parler, de mini-centrales qui pourraient travailler, ou en tout cas d'une révolution au niveau des centrales nucléaires en Europe et en Occident, pour réutiliser les résidus, les déchets, et reproduire de l'électricité. Vous savez combien il y a de centrales nucléaires dans le monde arabe, arabo-musulman même? Une seule, aux Émirats arabes unis. Une seule dans tout leur monde. Vous savez combien il y a de systèmes d'exploitation informatique dans le monde arabo-musulman, soi-disant maîtres des mathématiques qui nous les ont carrément apportés parce que c'est leur révolution, alors que c'est un vol de la part des Indiens, enfin, vous voyez, de ces arabo-musulmans sur les Indiens. Donc combien il y a de systèmes d'exploitation informatique chez eux? Zéro. Dites-moi combien vous avez de téléphones, d'automobiles ou de ce genre de choses qui sortent de chez eux. Pas beaucoup, voire zéro. Donc en fait, pareil, la médecine. Où se situent les inventions, voyez-vous, des derniers scanners, des appareils révolutionnaires, des mêmes nanotechnologies, même si moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça, de la biotechnologie, la maîtrise du vivant, en Occident. Donc je me pose la question quand même, parce qu'on nous vend le monde arabo-musulman, et arabe aussi également, comme étant les maîtres de la langue, puisque c'est eux qui l'avaient depuis la nuit des temps, si je puis dire, qui a été transmise, non altérée, ils ont la totale maîtrise. Donc qu'en ont-ils fait aujourd'hui? Où sont leurs auteurs performants, leurs philosophes et bien d'autres? Il y en a quelques-uns, mais c'est pas volumineux, si je puis dire. Où sont leurs inventeurs, comme nous on pourrait avoir De Vinci ou encore comment il s'appelle, Victor ou ce genre de choses? Ils sont où chez eux? J'ai pas l'impression qu'on en a. Et il y a bien d'autres choses comme ça où on peut voir en fait que quand on se penche, ils vont vous dire qu'ils ont inventé telle et telle chose. En fait, non. Une création est toujours l'œuvre multiple. C'est-à-dire, ça pioche, je sais pas, dans ce qui existe en cuisine, et on va mélanger ça avec ce qui existe en agriculture, et puis petit à petit, on va créer des nouveaux appareils, où on va révolutionner les choses. C'est à peu près ce qui est expliqué d'ailleurs dans les progrès de l'homme. Donc une boussole, elle n'apparaît pas comme ça. L'horlogerie, pareillement, et bien d'autres choses. Et en 2025, je vous promets de démystifier bien des mythes qui nous ont été racontés sur... Oui, c'est les Arabes qui ont inventé les chiffres. Le zéro, pareil, leur cipher, ça serait uniquement eux, que ça précédait pas, ça n'existait pas avant. Donc on va prouver tout ça. En revanche, qu'ils nous ont transmis à l'Occident, oui, ils ont été une plateforme pour nous sur ça. On se penchera après sur bien des choses, des mythes qui nous sont souvent racontés, et on va se faire un malin plaisir de donner la réalité, comme le fait que l'araméen n'est pas de l'arabe ancien. Ça sera pour 2025. On a clôturé la première partie. Hop là, que je bouge pas trop la caméra, la table, faut la stabiliser. Vive le meilleur des mondes. Alors, je vous présente une partie de cet ouvrage. Vous voyez bien les petits dessins, c'est un peu gauchiste.
Je vous en montre quelques-uns comme ça. On voit bien la main voilà, des gauchistes, ou peut-être pour que les parents puissent lire ça à leur enfant, je ne sais pas. Enfin, passons. Il y a pas mal de choses abordées dedans, intéressantes, sur ce qui arrive. Alors, juste que je retrouve la page, donc 8, 7, 6, 5, ok, on est là. On est dans la préface, et après on accède aux révolutions des frigos connectés, de la monnaie qui s'est dématérialisée, encore de l'inquiétude climatique. Oublions qu'il y avait des cycles, hein, notamment, je vous avais parlé de l'épisode moins 9200 K, par exemple. Moins 9,2 K, plutôt moins 9200, où la population, entre autres, de Sataluyuk avait dû bouger. Enfin, c'est autre chose. Préface. Jamais l'écart n'aura été aussi grand entre les menaces qui pèsent sur notre monde et les promesses des chercheurs en neurobiologie, biologie, génétique, intelligence artificielle, sciences cognitives, etc. D'un côté, le terrorisme, le dérèglement climatique, la surpopulation, l'extinction des espèces, l'épuisement des ressources, les pollutions diverses, les sols qui s'épuisent, les épidémies, n'en jetez plus. De l'autre, l'annonce d'un monde paradisiaque où l'homme, fusionnant avec l'intelligence artificielle, sera connecté, hybridé, bionique, bref, augmenté et en prime, maître d'une terre high-tech, réaménagée de fond en comble à sa convenance. Sur cette planète devenue intelligente, vivront en effet des humains génétiquement rebidouillés et heureux de l'être qui vivront au moins 1000 ans. C'est la promesse, et jamais malades en plus. Car telle est la première promesse qui nous est faite, la plus troublante, la plus tentante, celle d'une santé en béton armé, d'un corps qui saura résister à tout, au virus, au cancer et bien sûr au vieillissement, puisque, on le rappelle, j'avais fait des recherches et l'OMS décrit la vieillesse comme une maladie. Alors que c'est naturel, hein, mais c'est considéré comme une maladie car ça entraîne la sénescence, des problèmes de santé et bien d'autres choses. Je bois une petite gorgée et on continue. D'abord, prévoir toutes les maladies qui nous guettent en lisant dans l'ADN, comme dans une boule de cristal, et les étouffer dans l'œuf. Fini le développement parce que des allèles sont altérés. Ça y est, on séquence tout ça, on coupe après ce qui gêne au niveau des cassettes et on les remplace. Booster notre cerveau à grands coups d'électricité, remplacer nos organes par des organes artificiels durables, réparables, voire inusables. Corriger les erreurs de la nature en remplaçant les gènes défectueux par des tout neufs. Et mille autres innovations qui n'auront plus pour simple but de nous réparer, mais de faire de nous des surhommes. L'homo deus. D'abord, il y a l'homo novus, celui qu'on fait monter dans la société et il gagne en connaissance, en intelligence et même en créativité. Et arrivé à un certain stade, il révolutionne, il invente, il transforme. Et là, lui-même, il se dit, attends, je ne vais pas agir que sur les objets. Mon corps va devenir un hardware, un matériel que je vais pouvoir modifier. Mon intelligence, mon cerveau ne sont qu'un software, un logiciel que je perfectionne par des mises à jour quand je lis, quand j'échange avec les autres et bien d'autres choses. Et comme mon BIOS, je le vois finalement comme de l'informatique, c'est-à-dire un matériel dans lequel après on met un système d'exploitation, pourquoi pas exploiter ce potentiel et transférer mon corps dans la machine, ou si je veux rester avec mes sensations biologiques, à ce moment-là, supprimer toute maladie, tout cancer, tout problème, et ne plus avoir besoin d'un dieu. Ça y est, fini la condition d'être fébrile, tout fragile face à la nature qui peut, par un microbe, un virus, nous mettre KO pendant quelques jours au lit, voire par une mutation due à l'environnement à cause des produits phytosanitaires ou je ne sais quel produit chimique, voyez-vous, épandu, ou pollution même environnementale dans l'eau, ce qu'on veut. Donc, entraîner ma génétique par l'épigénétique à réagir et à activer des gènes cancérogènes, fini tout ça. Je deviens donc non plus celui qui prie Dieu pour éviter toute maladie ou soigner quelqu'un de ma famille. Je suis l'homo deus, l'homme-dieu. Moi, je réalise. Moi, je vis plus longtemps que ce que la nature avait permis. Moi, je fais en sorte, par la nanotechnologie, la neurobiologie, le neurocognitivisme, etc., d'aider les autres qui sont tétraplégiques, malades, handicapés ou ce que l'on veut. L'homme s'affranchit de sa condition primaire
Et il a passé le cap, voyez-vous, de l'éthique. Il y avait une question sur la morale, peut-on faire ci et ça? Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de questions sur la morale, on avance. Le mur est devant, c'est pas grave, on va droit dedans. Donc en modifiant, je vous disais, une partie de l'environnement où l'homme, l'un agit sur l'autre, et finalement on crée des mutations, des altérations. Il nous est dit 1000 autres innovations qui n'auront plus pour simple but donc de nous réparer, mais de faire de nous des surhommes, des homo deus, des hommes dieux. Tel est notamment le but revendiqué par les transhumanistes, qui ont même laissé la voie maintenant aux post-humanistes. Avec Kurzweil et c'est pas la synchronicité, le moment, si c'est, attends, c'est comment on appelle ça? Si, je crois que c'est non, c'est pas la synchronicité. La synchronicité, tu penses quelque chose, ça agit. De synchronisation, mais il y a un autre nom encore. De transcendance, je crois. Où la machine devient plus intelligente que l'homme, elle prend le pas et elle maîtrise. Ces technophiles américains ont une vision. Après la transition que constituera l'hybridation de l'homme et de l'ordinateur, adviendra le règne des post-humains. Leur esprit pourra se transférer dans les machines. Chacun pourra penser en communication directe avec la pensée des autres. L'imaginable, et même l'inimaginable, adviendra plus tôt. Nous serons immortels. Nous devons nous y préparer, le sourire aux lèvres. N'est-il pas rassurant de savoir qu'une entreprise géante comme Google, ainsi puissante qu'un État, a mis d'énormes moyens financiers au service de Ray Kurzweil, le chef de file de mouvements transhumanistes. Dans son université de la singularité, voilà, c'est la singularité, il a la carte blanche pour lancer ses projets fous. Et après, on verra que pareil, pour créer comment je pourrais dire ça? Des robots, par exemple, ils imitent le vivant. Ils vont prendre telle spécialité de l'oiseau au niveau de ses ailes et de l'articulation. Au niveau, par exemple, je sais pas, du crocodile, voyez-vous, sa puissance de mâchoire, donc le fait de se refermer, ils vont s'en servir pour certaines choses. Ils imitent le vivant. Et si, je sais pas, 1000 ans, 3000 ans après, on revenait là sur le 21e siècle, et qu'on étudiait de façon isolée la technologie, je sais pas, un bras robotique par exemple avec une pince qui se ferme, et on se dirait, ouais mais comment les humains en sont venus à ça? Et on étudie de façon isolée, on ne met pas en corrélation l'intelligence du moment, où on étudie les animaux, on est également sur le côté de la zoologie, zootechnie, vous voyez, la transformation du vivant. Quelle puissance on peut mettre en rapport? Si on prend la chose isolée, on ne comprend pas le reste. Et les spécialistes, comme je vous dis, c'est comme pour un écrivain. Huxley était très bon dans ça, il nous disait « Le livre n'est pas issu que d'un seul homme ». C'est-à-dire quelqu'un qui va t'écrire un truc de science-fiction, il y a énormément de choses qu'il aura cogité et en fait dans son cerveau même qui auront émergé, mais ça sera par rapport à ce qu'il aura déjà consulté qui existe. Des mots, des définitions, des concepts, des films, des séries, etc. Et il en fera un mélange et écrira sa propre sauce. Mais en soi, elle n'aura pas émergé de rien du tout. L'invention, par exemple, Watt, voyez, la première révolution industrielle, ce genre de choses, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Voyez, on nous dit, regardez, je crois que c'est pour l'évolution de la, comment on appelle ça, de la machine à vapeur, il regarde la soucoupe, et en fait, ça soulève le couvercle. Et là, il se dit, ah ouais, en fait, il y a moyen, peut-être, un système de piston avec la pression, et donc les locomotives, et ce qu'il en est. Et c'est comme ça qu'on fait des révolutions. Mais si on le prenait isolé, pareil, on aurait cherché comment il est là, et uniquement, par exemple, la soupape qui se lève. On n'étudierait donc pas forcément le phénomène, alors je crois qu'on appelle ça physique, il me semble, de réaction à ce que la chaleur entraîne dans un espace réduit, par exemple, un peu d'eau, à créer une pression et à la faire remonter, et donc à entamer une réaction, voyez-vous, par exemple, de soulever un couvercle. Et en fait, c'est bien d'autres domaines, tu vois. Pour comprendre un sujet, il faut épouser une entièreté de choses. Sinon, ta vision est que trop rétrécie, et elle ne peut t'expliquer les évolutions. J'en venais là pour un autre truc, mais c'est pas grave, ça m'échappe des fois. Comme je t'ai dit, je développe et... Donc là, on arrive aux biobots, des biorobots. Mieux que les robots, voici les biobots. La nature ne réfléchit pas. Elle ne cherche pas à faire des trucs qui marchent. Elle ne pense pas. Elle agit. Quand une bande de molécules s'assemble et que ça fonctionne, elle en retient la recette et la réutilise autant que possible. C'est le moteur de l'évolution. Et c'est ce qu'on avait vu dans un livre, quand je vous avais fait la vidéo « L'architecture ». Je vous disais, je commence à m'intéresser maintenant à notamment
regarder, puisque j'étais rentré dans un secteur immobilier, voir comment tu étudies la pièce. Mets-la à vide. Est-ce que tu dois la construire ou tu mets la prise de courant? Par quel moyen tu fais passer les fils? Pour l'eau, pareil, la tuyauterie, comment tu t'organises? Le revêtement du sol, et puis celui des murs aussi. Et l'isolement pour l'extérieur, les fenêtres. Et petit à petit, tu t'intéresses à toute l'architecture. Et comment tu rends réalisable la chose? Pourquoi tel matériau? Pourquoi comme ça? Quel est l'espace d'ailleurs d'une pièce, on va dire, de vie en commun pour le salon, pour la chambre? Quel est l'idéal? Bref, tu te questionnes tel un architecte. Tu rentres dans ça. Et tu es obligé de faire même la fondation, premier niveau. Comment solidifier ça? La toiture, quelle matière? Pourquoi? Ah, ça dépend de l'environnement. Ok. À telle et telle période de l'année, on sait qu'il risque d'avoir eh bien, des moments où ça souffle beaucoup. On va peut-être privilégier, je sais pas, par exemple, à cet endroit-là de l'ardoise plutôt que de la tuile. Pour le vivant, c'est pareil. Le corps, tu le regardes. Dans un premier temps, il a été disséqué par certains. On a fait... comment on appelle ça? L'anatomie humaine, on s'y intéressait. Puis après, on a étudié les organes, leurs réactions et bien d'autres choses. Le cerveau également, on s'intéresse à différentes aires, comment dirais-je, aux différents lobes qui existent, hein, temporal, pariétal, etc. Donc, on essaie de voir à quoi ça correspond, quelle est la réaction, son utilité, etc. Et bien là, on voit que la nature, d'ailleurs, elle fait de même. En fait, elle l'étudie, et par des croisements génétiques, ou encore par l'épigénétique de l'environnement, de ton alimentation et bien d'autres choses, eh bien, ça va, si ton corps peut l'assimiler, par exemple, ça va le faire. La mutation va s'exercer. Et donc, c'était dans un livre, L'évolution, je sais plus, du cerveau, un truc comme ça. Et je ne l'ai pas terminé, encore une fois, hein. J'ai pas de DUT derrière moi, ou encore de... Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui font un mémoire ou ce genre de choses, qui maîtrisent très bien la langue, qui ont fait des études, et donc ils ont des professeurs qui sont explicites, qui rentrent dans les détails, et pédagogues. Et j'essaye, avec les moyens du bord, d'augmenter en connaissances et en compétences. Et donc, à chaque fois, je vous en fais part, mais pas tout de suite. J'essaye de mettre en relation les choses. Ce qui a été le cas du début du direct, ce qui est également la même démarche pour la série la marchandisation de l'homme et des êtres vivants, c'est un ensemble. Bref, donc Biobots, qu'on en revienne à ceci, c'est le moteur de l'évolution, sauf que ça prend du temps, des millions d'années parfois. Et je marque une parenthèse et je sors de ce sujet. Rappelez-vous la série V de 2009. Je vous l'ai dit, la série V de 2009, c'est dedans, on voit qu'il y a des êtres humains qui sont représentés intérieurement en reptiliens. Non. Il n'y a pas des reptiles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le reptile s'en renvoie finalement à la catégorie des serpents, etc. Et donc, à Satan, au mal, à sa représentation dans le cinéma, dans le théâtre et dans les images que l'on pourrait donner à l'écran. Et à ce moment-là, on comprend que dans cette série, tout le monde est humain, mais qu'il y en a certains qui servent le malin. Et c'est-à-dire qu'ils ont d'abord étudié comment fonctionnait l'anthropologie, les mouvements de revendication pour les droits, pour une meilleure répartition, l'état social par exemple, comment supprimer les religions qui étaient des dogmes pour former quelque chose de nouveau. Donc on rentre dans l'état que l'on dirait, mince, quand on dit Dieu, il est d'une essence, oui, d'une essence divine, mais c'est pas le mot que je cherche. On dit, tu sais, d'un état tout puissant, là, il est... Oh putain, j'ai oublié le mot. Un état providence, qui renvoie donc à la providence en réalité, en affront à la providence de Dieu. Eh bien, l'état providence, il veut devenir la nouvelle religion. Vous voyez ? Et il est articulé par quoi ? Par des socialistes, par des gens qui sont acteurs d'ingénierie sociale, et qui, en arrière-plan, ne veulent plus qu'on aborde le sujet en public, des races, de l'anthropologie et compagnie. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, par le métissage, on l'a vu, ils essaient d'obtenir certaines caractéristiques. Oui, créer une évolution et puis revenir peut-être après, je sais pas, à moins de métissage à un moment. Et dans le livre de René Martial, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on nous explique, attention, il y a un danger, consanguinité, je sais pas quoi, faisons venir des peuples étrangers, créons quelques métissages, et revenons après à une norme normale, par exemple dans la contrée européenne blanc-blanc, dans la contrée africaine noir-noir, et comme ça on revoit l'évolution. Je sais que ça peut être compliqué pour certains ce que je dis, parce que je ne le mets pas forcément en image, je prends pas le temps de bien aller point par point.
Je ferai peut-être l'exercice en 2025. Mais ce que je dis donc, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, l'antiracisme et bien d'autres choses, vous voyez, ils le mettent au devant de la scène, mais ils travaillent à un tout autre plan. C'est-à-dire, ils ne veulent plus attendre la nature. Son évolution, comme le dirait Darwin, de la théorie de l'évolution de la nature et des espèces naturelles. Ils veulent l'artificiel. Faire 5000 ans d'avancée en même pas une décennie. Comment? En croisant les populations, métissage. En essayant de voir si on ne peut pas y apporter de la médicamentation et donc des besoins après, par un ADN altéré, d'ARN messager, qui développerait des protéines, etc. Par l'édition, très intéressante, du DNA et de l'ADN. Et donc, à ce moment-là, on a même vu comment il s'appelait l'autre là, qui avait Doctissimo. Et des fois, je perds des noms, je perds des personnes de tête. Doctissimo, comment il s'appelle, cette enflure, qui a écrit La mort de la mort. Laurent Alexandre. Eh bien, Laurent Alexandre, il a vendu son entreprise une fortune pour racheter une autre entreprise de séquençage ADN. Google s'est intéressé au séquençage de l'ADN. Tous travaillent à ça maintenant. Et en fait, il y a un métissage, comme je vous le disais, des cultures, fut un moment pour essayer d'apporter ce qui manque encore dans notre peuple au résultat. Et c'est pareil pour tous les autres. Ils font venir, ils laissent ouvert, parce que c'est l'idée de Karl Popper qu'une société fermée, elle y perdrait, puisqu'il y aurait des lots de progrès, d'avancées ailleurs. Et que si on restait fermé sur nous-mêmes, on les aurait peut-être pas. Donc faisons venir du monde, et comme ça on pourra s'en servir, même si on crée des mutations également cancérogènes, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui foutent le bordel, qui sont mauvais pour la société, c'est pas grave, ça on le réglera plus tard, c'est un problème secondaire. Le premier, l'intéressement, c'est justement le croisement génétique, le croisement culturel. Le côté culturel, il faut tenter de l'altérer pour l'effacer. Donc faisons en sorte d'agiter toutes les fourmis dans le même bocal, créer de l'animosité des uns et des autres, là où il n'y en avait pas hier forcément. Quand tu arrives à peu près à un juste équilibre, 30-30-30, et un dernier 10% qui reste ailleurs, ça va vous grignoter du territoire. Imposer ses coutumes. Dire non, t'auras pas le droit de parler de ça à l'école. Non, on mangera plus comme c'était le cas chez vous, le porc, vous le sortez de nos commerces. Aujourd'hui, on veut du halal, du kasher. Par exemple. Ah, vos traditions là, d'un voile juste sur le cheveu. Non, nous on veut la burqa. Que les yeux, parce qu'elle pourrait vous mettre en tentation, bref. Et c'est là où on voit qu'il y a des mutations qui s'exercent. Et pour revenir au vivant, et à l'exemple de la série V, alors là c'est plus une parenthèse, c'est carrément un paragraphe ou je sais pas, un autre sujet que j'introduis, mais dans la série V c'est ça. On apprend en 2 petites saisons, d'ailleurs il n'y aura pas de 3e saison parce que ça dérangeait comme pour Utopia, on dirait un manque du public, ou ouais non, là ça commence à devenir dangereux, comme pour Black Mirror. Tout ce qui vous fait cogiter sur les dystopies, en fait, ce qui est en train d'être exercé, vous est interdit à la réflexion. Il ne faut pas créer d'opposition. Et je vous dis, je suis convaincu qu'il y a des travaux qui sont menés, justement, pour séquencer les ADN, décrypter les meilleures parties qu'il peut y avoir dans notre patrimoine génétique et tenter de créer un être nouveau. Voire de récupérer par X ou Y façon, je ne sais pas comment, peut-être les PCR, en mettant en chaîne les choses, donc on récupère une partie de l'ADN, je sais pas. Mais ce qu'il y a de meilleur en vous qui peut résister à un microbe, développer de l'intelligence, augmenter la musculature, ou encore bien d'autres critères, il le récupère, il le séquence, il le signale dans la base de données, et au moment voulu, ils viendront récupérer cette partie-là pour la breveter ou pour en développer, voyez-vous, des injections afin que l'on rende plus vivaces les êtres de demain. La nature, elle aurait pu le faire, par nos croisements, nos descendances, de descendance, etc. Ils n'ont pas le temps. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui conduit après à vouloir créer un être qui sera parfait. Tu peux lui tirer dessus, je suis un peu dans la science-fiction là, mais attendez, tu lui tires dessus, sa peau peut se régénérer bien plus rapidement. Tu lui poses des questions, il fait des calculs personne ne peut le battre, même la machine est dépassée. Ou alors on l'allie d'ailleurs à la machine, le cyborg. C'est une visée. Voilà, je ferme ce développement. Donc des millions d'années, nous aussi nous sommes impatients et nos ingénieurs sont pressés. Leur avantage, ils pensent et cherchent à faire toujours mieux, même
quand tout marche bien comme ça. On peut avoir une bonne fonctionnalité, pour eux, c'est pas assez poussé. Alors ils ont fait des machines, des robots notamment, dont la plupart s'inspirent des modèles de locomotion inventés par la nature. Reptation, vol, marche, généralement, c'est moins réussi que les machines vivantes. D'où l'idée d'asservir ces dernières pour fabriquer des biorobots ou biobots, c'est-à-dire des êtres vivants robotisés, des cyborgs animaux. Les travaux sont encore rudimentaires, mais nous en promettent de belles, des avancées. La machine vivante qui, par excellence, est robuste neurologiquement, simple et apparemment insensible, c'est l'insecte, un organisme qui provoque peu d'empathie, ce qui autorise toutes les manips. Les blattes sont ici les stars incontestées. Des chercheurs de l'université de Tokyo leur ont implanté des électrodes dans le système nerveux. Le dispositif pèse à peine 2 grammes et répond à un joystick qui contrôle les mouvements de la bête, à droite, à gauche ou en avant. Partant de là, les ingénieurs ont inventé quelques systèmes très amusants. Avec des micros, le cafard peut être dirigé par une source sonore et maintenu à une distance déterminée de la source. Les scientifiques, donc, ils sont là, la blatte, elle se balade, ils lui ont mis un petit capteur, et par le son qu'ils lui envoient, ils espèrent lui interdire certaines zones. C'est-à-dire, je sais pas, lui développer des mots ou une interdiction qui lui viendrait en tête. Et là, même s'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, non, elle ne pourra pas aller dans cette zone. Ils travaillent sur ça. Ce qui ramène, et c'est pas dans le livre, mais je l'avais vu, à... comment il s'appelle? Le professeur José Delgado, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est un Espagnol. Il avait mis sur des robots des petites puces dans leur tête. Et quand il... Donc, comme la corrida, ça sort le drapeau rouge, là, pour l'exciter un peu, qui fonce. Le taureau, il commence à taper de la patte sur le sol. Il tape son accélération. L'autre, il appuie sur un bouton, comment dirais-je, le taureau, il s'arrête. Direct. Il cherche même plus à comprendre, il a plus l'envie, il a plus de détermination. Les électrodes dans son cerveau ont coupé les éléments synaptiques, on va dire ça comme ça, les transmissions d'informations entre un neurone et un autre, et à partir de là, on lui a coupé l'envie d'aller foncer sur le truc rouge. Il y a même eu des travaux pour, sur certains animaux, leur couper l'appétit. Donc, il pourrait avoir faim, le corps réclame, mais le cerveau est rentré en état off. Comme un bouton on-off. J'avais pris les articles du New York Times, qui en parlaient très bien, du Washington Post aussi, que j'avais traduit en français, et que j'ai inscrit donc dans le livre. Comme quoi d'ailleurs, c'était pas que du Wikipédia au passage. Juste petite parenthèse, l'autre jour aussi avec Suncar, en dehors de Le Père Noël est une ordure et du moment d'humour qu'on a pu y mettre au 25 décembre, on a parlé de politique et compagnie, et on en est venu notamment à parler de l'empire IG-Farben, et même de Prescott Bush également, et des rapports des Américains avec les nazis. Et bien ça, c'est dans le livre, donc, Le meilleur des mondes, Nom de code, Nouvel ordre mondial, où la guerre ouverte contre les peuples. Vous voyez, je perds un peu la mémoire, où on est en fin de journée, ça va être l'heure également de manger, voilà, j'ai ma journée derrière, mais c'est pour vous dire, c'est très intéressant, il y a l'expérience du professeur José Delgado qui est dedans, et sur IG Farben, c'est également dedans, il y a toutes les sources. Les scientifiques sont ainsi parvenus à créer pour ces biobots des frontières invisibles qui, par exemple, les confinent à une certaine distance les uns des autres, formant un vrai réseau d'explorateurs parcourant un territoire donné de façon systématique. Ils travaillent à mettre une distance sociale entre les insectes. Rien que par des bruits sonores. Le but serait de parvenir à lâcher des troupes du coup de cafards dans une zone inconnue afin de la cartographier et de détecter des objets recherchés à l'aide de microcaméras, par exemple des survivants ou des corps dans un immeuble effondré, des matériaux radioactifs. Donc, on leur mettrait un implant, microcaméra, comme ça ils rentrent dans les décombres ou dans des souterrains, on leur interdit de sortir des limites par des bruits sonores, et ça permet de cartographier uniquement une zone précise. On nous dit que les papillons de nuit sont aussi très prisés des amateurs de biobots. Plusieurs expériences ont tenté de contrôler leur vol. Un implant électronique est placé dans le papillon alors qu'il est encore à l'état de nymphe. Il se métamorphose en intégrant l'implant dans son système neuromusculaire. Il ne reste plus qu'à prendre le contrôle du vol. Mais jusqu'ici, ce n'est pas très au point. On avait aussi sur les libellules, dans leur dos, entre les petites ailes,
un dispositif pour les contrôles à distance. Et comme notamment les libellules et les montres religieuses, elles ont une superbe vision, et ils essayaient de contrôler, sans mettre de caméra, directement depuis le réseau synaptique et une retransmission par l'objet. C'est des trucs de dingue. On a également, je vous ai partagé là, vous savez, les petites abeilles qu'ils ont enfermées chacune dans un petit compartiment. L'effet pavlovien est utilisé. Donc l'effet pavlovien, c'est ce que l'on appelle un réflexe induit, oui, un réflexe conditionné. Par exemple, il y a de l'alimentation. Pour un chien, il va saliver. L'abeille, elle va sortir sa petite trompe, voyez. Hop, elle se déploie quand il me semble il y a du sucre ou quelque chose comme ça. Et donc pour le chien, ils ont adopté la méthode pavlovienne, c'est-à-dire dès qu'il y a de l'alimentation devant lui, il salive et on fait sonner la clochette. Et à la fin, plus besoin d'alimentation, on fait sonner la clochette. Eh bien, donc là, on est, voyez-vous, une différence visuelle et auditive pour l'expérience de Pavlov, et qui ramène à une réaction salivaire. Donc voyez, on est sur à peu près trois sens différents. La salivation côté gustatif, le visuel donc voilà, qui se ramène à la vue, et puis l'auditif à l'ouïe, à l'audition. Eh bien, pour les petites abeilles qu'ils ont mis dans des cubes, elles, ils les ont conditionnées de la senteur à la senteur. C'est-à-dire, je détecte qu'il y a du sucre, je sors ma trompe pour aller m'approvisionner, et on l'a mis en relation avec l'odeur, par exemple, je sais pas, d'un explosif ou d'une drogue, ou peu importe. Et comme ça, pour être sûr du résultat, ils n'en mettent pas une. En fait, ils font une petite batterie, il y a des rangées, et elles sont connectées à des capteurs. Si elles sortent la trompette, le petit rayon laser au-dessus, il me semble, détecte que la trompe sort, vous voyez, et active une diode, plus précisément, et donc le résultat est positif. C'est-à-dire, dans le compartiment, il y a par exemple 50 petites abeilles, et ben 40 ont bien détecté le produit, donc il y a une forte probabilité qu'il y ait des stupéfiants dans le sac. Et comme ça, ils ont fait plusieurs rangs pour détecter donc des stupes, des produits interdits et également des explosifs. Et c'est utilisé dans les aéroports. Au lieu d'avoir des chiens qui faisaient l'exercice, là, ils ont une sorte d'appareil d'aspirateur, hop, ils le mettent au niveau du sac, ils aspirent dedans, ils attendent genre peut-être 10 secondes, ils ont le résultat en code couleur. Si tout est vert, pas de problème. S'il y a du rouge, les diodes sont activées. On est vraiment sur l'idée même du biobots. Et, abeilles, comme les cafards, comme encore les papillons, etc. Ils s'en servent de plus en plus pour les avancées technologiques. Donc après, il était dit, toutes ces manips ne sont pas destinées à rester confinées au laboratoire. Une start-up américaine, Backyard Brains, a mis sur le marché un kit de transformation de cafards en biorobot à destination des jeunes, pour apprendre les rudiments des neurosciences sur un mode ludique. Scandale chez les amis des bêtes, hein, ils disent que ça encourage à voir les insectes comme des êtres que l'on peut manipuler comme bon nous semble. Bon, on a 1h12, je vous avoue, je comptais avancer beaucoup plus sur ce livre, mais j'ai eu une présentation de première partie assez longue. Je vous propose la prochaine fois de tout faire d'un bloc. On fera le livre en intégralité. Et vive le meilleur des mondes, c'est donc ça. Exploitation d'insectes, on a des frigos connectés après, on a la géo-ingénierie. On nous reparle de l'affaire Popeye, et même dedans, on nous dit qu'il y en a certains qui sont en train de vouloir absorber le carbone, de le stocker dans le sous-sol, et nous promettent que ça, c'est solide, oui, c'est hermétique. Mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment, tremblement de terre ou je ne sais quoi, pouf, ça s'ouvre, ça vient à dégager tout le CO2 qui était stocké, et là, ça crée une vraie catastrophe. En fait, c'est comme si certains milliardaires étaient en train de débloquer des dispositifs pour créer des vraies crises. Et accuser les êtres humains d'être trop dans l'industrie, voyez-vous, à voyager, etc. Parce que c'est pareil, on nous dit oui, en fait, il y a plusieurs couches. Donc, il y a l'atmosphère, la stratosphère, l'ionosphère et compagnie. Et on nous dit, des fois, entre certaines couches, on a des nuages. Et on en a d'autres, au-dessus encore, qui représentent même pas, je crois, 10% des nuages, un truc comme ça, mais ceux-là, c'est des inutiles. Ils empêchent le rayonnement solaire, et je sais plus, il y a un autre truc derrière. C'est dingue.
C'est dingue, donc ils créent nos propres problèmes. On en reparlera prochainement. En tout cas, merci pour votre écoute attentive. J'espère que j'ai été clair dans mes explications, bon dans la lecture, et que ma voix n'est pas monotone. J'essaye de la varier pour pas rester que sur une note. Mais ça reste un long travail sur moi-même, puisque j'étais habitué en penseur à vraiment être que sur une note. Voilà. Donc il faut travailler on va dire, les émotions, la façon de les sortir, la rencontre avec l'autre. Pas seulement voilà, en amicalité, là il faut essayer d'ouvrir un peu plus. Et ce qui d'ailleurs ramènera de la chaleur dans les présentations. D'ici peu, j'ai une nouvelle caméra qui va arriver aussi. Donc là, le visuel sera bien meilleur hein, comparé à ma caméra de téléphone qui me rend blanc, blanc, blanc. Mais je suis blanc de base, hein, mais là, limite, je deviens, je sais pas, plus blanc qu'une page, quoi. Donc il y a un problème. La caméra actuellement, ça va, elle est quand même de bonne qualité, mais c'est pas le top. J'en avais une autre, j'ai laissé tomber en 2160p, mais les couleurs catastrophiques. Et là, j'en ai une vraiment de qualité, mais je crois que ça va à 4K ou 8K, un truc comme ça, en termes de qualité visuelle, donc prochainement. On a du matériel, on s'équipe petit à petit. 2025, ça sera pas mal, même si YouTube me censure, il y aura une nouvelle chaîne et il y aura Odyssée. Merci à vous et passez pour l'instant une bonne fête de fin d'année. Donc on a passé Noël et j'espère que c'était merveilleux pour vous. Pour ma part, à Nantes, exceptionnel. Il y avait du monde, il y avait des gens qui sont de divers horizons, si je puis dire, et pourtant tout s'est bien passé. Et voilà. 2025, encore plus de lectures. J'ai des livres également qui arrivent, vous allez voir. Il y a du beau. Et comme je vous ai dit, on reviendra sur les langues, sur les peuples et bien d'autres choses, sur les progrès de l'humanité. Merci à vous de votre présence. La vérité est notre avenir. Par la chrétienté, la victoire nous est assurée. La morale étant présente, on a des valeurs ancrées. Partagez ces messages à votre famille, à vos amis, à vos connaissances. Et surtout, ne vous soumettez jamais à ceux qui veulent vous censurer. Soyez dans l'affront. À très bientôt.